convertissez-vous au réel. Si on avait entendu que les convictions profondes des députés orthodoxes, ils auraient dû voter contre. Et ça a été le début encore de l'anarchie. Ce sur quoi on attend le gouvernement aujourd'hui, c'est OK, vous voulez vous faire plaisir, vous allez faire tout ce qui vous passe par la tête, mais n'oubliez pas le réel parce qu'il fait très mal. Et je ne sais pas si c'est directement lié ou pas, mais vous savez que le euro soit remonté aujourd'hui, le cours de l'euro, par rapport au shekel soit remonté comme il ne l'a jamais fait depuis des mois, montre quelque chose qui échappe à nous tous, c'est l'inquiétude d'une opinion publique. Comme je le disais, le premier invité de cette année 2023, eh bien, c'est notre ami le professeur Denis Charby. Denis, bonjour, Boker Tov. Boker Tov. Merci d'être avec nous ce matin. Alors, bien entendu, on va vous demander de commenter cette actualité politique extrêmement dense avec la formation de ce gouvernement. Certains diront enfin, après deux mois après les élections et près d'un mois et demi après que Binyamin Netanyahou ait reçu le mandat, ce gouvernement a été formé. Il a obtenu la confiance de la Chambre, mais d'un côté, eh bien, on ne peut pas s'empêcher de penser qu'il y a effectivement dans la société israélienne, on va dire, deux grands courants. Ceux qui se disent extrêmement inquiets, anxieux face à ce qui se passe dans ce gouvernement, ce qui est face aux accords de coalition. Et il y a ceux qui demandent de dire, ce qui disent, bien, laissons le gouvernement agir, on verra comment il agira. Dans quelle part vous vous situez ? Bon, vous savez, en tant qu'observateur, je suis là pour enregistrer les positions des uns et des autres. Je pense effectivement que toutes les décisions qui ont prises, les accords de gouvernement notamment, les divisions de ministères, les attributions de postes, tout ceci inspire, on va pas dire de l'angoisse, je veux dire, les gens se vaquent à leurs affaires, mais une certaine inquiétude parce que cela témoigne d'une culture politique qui est divisée entre ceux qui ont l'expérience du gouvernement et puis ceux qui ont le sentiment qu'ils sont là peut-être pour peu de temps et donc ont essayé de mettre tout leur dévolu dans cette affaire afin que une autre musique que celle à laquelle on a été habitué d'entendre se fasse entendre précisément. Voilà. Donc ça, c'est vrai qu'il y a une inquiétude légitime, alors qui est tempérée, effectivement, vous l'avez dit Daniel, et à juste titre, qui est tempérée par, je dirais, une leçon bien connue, je dirais, en politique, à savoir que entre ce que l'on souhaite faire, ce que l'on veut faire et ce que l'on peut faire concrètement, eh bien, il y a toujours des obstacles internes, des obstacles externes sur la scène internationale, à l'intérieur du pays, il y a des administrations. Donc, on voit bien que, je dirais qu'aujourd'hui, indépendamment de l'inquiétude ou de la confiance en se disant que les choses vont travailler, il y a surtout une incertitude sur la manière dont cela va se passer. J'ai pu glaner beaucoup de réactions, qu'on soit favorable ou qu'on soit pas favorable à ce gouvernement sur le plan, on va dire, idéologique, mais on s'attend à des conflits assez rudes, parce que, voilà, comme vous l'avez dit, les 2 mois que la formation de ce gouvernement a pris, eh bien, inspire l'idée que ça va pas être très 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 facile, surtout encore une fois qu'on a affaire à des ministres qui sont gagnés par l'ivresse de la victoire, l'hubris comme disent les Grecs, c'est-à-dire le sentiment qu'ils peuvent aujourd'hui tout faire, et on se demande dans quelle mesure Netanyahou et son gouvernement fera parfois acquiescera, sera obligé de céder, ou bien parfois tiendra bon. Et ça, parce qu'il ne faut jamais l'oublier, au moins depuis 3 ans, enfin depuis 2020 en tout cas, nous avons un Premier ministre qui est à la fois très fort, je veux dire en termes de compétences, en termes d'expérience, en termes de savoir-faire, et en même temps très faible parce qu'il a un procès et qu'il voudrait y mettre, par quelque voie que ce soit, y mettre un terme. Alors, je veux rebondir juste sur cette question parce que c'est toujours une question que l'on pose et c'est une forme de menace récurrente lorsqu'on parle de Binyamin Netanyahou. Je lisais ce matin ou hier qu'il n'y a aucun... C'est Chaim Ramon qui disait ça, je pense. Qui disait qu'il n'y a aucune possibilité juridique pour mettre fin au procès de Binyamin Netanyahou. C'est absolument impossible. C'est-à-dire qu'il n'y a aucune loi qui mettrait fin au procès de Binyamin Netanyahou. Vous pensez qu'il y a une possibilité de mettre fin au procès? Et puis une question subsidiaire, c'est dans l'intérêt de Netanyahou de mettre fin à son procès aujourd'hui par une démarche juridique? Alors, je suis effectivement de ceux qui pensent que les possibilités d'interrompre le procès sont très minces, à ceci près qu'on parle de
à la fois la clause dérogatoire, à la fois la division des fonctions de celle qui est aujourd'hui la procureure de l'État. Vous savez, j'ai envie de dire, le génie juif est très créatif, et si effectivement c'est son objectif, il l'a jamais déclaré, donc je peux pas lui mettre ça, enfin lui imputer cette aspiration-là. Je dis simple, indépendamment de peut-il ou non arrêter le procès, le fait est que c'est quelque chose qui l'affaiblit, et c'est bien normal. Qui ne serait pas affaibli s'il avait un procès sur le dos? Le sentiment, c'est que ce procès se déroule pas si mal que ça pour Binyamin Netanyahou. C'est en tout cas l'image que l'on peut en avoir, parce que finalement, on voit que chaque fois les témoins qui sont amenés à la barre par le parquet, c'est-à-dire témoins des parties civiles, reconnaissent qu'ils ont été forcés. Il y a toute une sorte de contexte qui fait qu'on a l'impression que ce procès finalement rend service à Binyamin Netanyahou, le transforme en une sorte de martyr de la justice israélienne. Pour ceux qui le soutiennent incontestablement. Mais vous savez, quand on est favorable au procès, à la bonne marche du procès Netanyahou, c'est pas qu'on souhaite et qu'on rêve qu'il soit forcément condamné. Moi, je n'ai absolument aucune aspiration de ce genre. Et si les juges indépendants décident qu'il doit être acquitté, eh bien, j'en m'en féliciterai le premier. Mais en revanche, j'estime que même si la loi l'autorise, il y a quelque chose d'anormal à exercer les fonctions de Premier ministre et simultanément avoir ce procès qui... alors, en ce qui concerne l'image du procès, c'est vrai que c'est assez confus, je dois dire, mais je ne suis pas sûr que cela se joue à la représentation que l'on s'en fait, mais aux faits allégués. Et là, je dirais que par ignorance, voire manque d'intérêt, je ne suis pas certain qu'actuellement on puisse dire quoi que ce soit de sérieux sur l'issue, c'est-à-dire est-ce qu'il va s'en sortir ou non. Est-ce que ce sera une condamnation que ce soit avec sursis ou à prison ferme, ou bien va-t-il être acquitté? Je crois que c'est vraiment trop tôt pour le déclarer, d'autant que vous savez qu'il y a une trentaine, quarantaine de témoins qui ont été entendus, alors qu'il y en a plus de 300. Donc ça prendra encore beaucoup de temps, mais objectivement, encore une fois, politiquement, voilà quelque chose qui rend Netanyahou beaucoup plus faible qu'il ne l'aurait été si son procès avait été déjà derrière lui. Il y a aussi un autre paradoxe. On a finalement le sentiment que dans ce gouvernement, le 6e de Binyamin Netanyahou, ce qui inquiète, c'est que d'un côté, effectivement, il y a à l'extrême droite ou à la droite radicale, il y a une sorte de... effectivement des trublions qui ont l'intention d'imposer leur présence, c'est Smotrich, Ben Gvir, mais d'une certaine manière, ce qui devrait paradoxalement rassurer, c'est que Binyamin Netanyahou a toujours été relativement modéré dans ses démarches, il a toujours préféré laisser faire plutôt qu'agir. Est-ce que vous avez le sentiment que dans ce gouvernement, et c'est peut-être ça qui inquiète, on va dire, l'ancienne coalition, c'est que cette fois-ci, il y a dans le gouvernement la possibilité de procéder à de véritables changements sans que Binyamin Netanyahou ne puisse les empêcher? Alors, tout d'abord, je pense que l'inquiétude, elle va bien au-delà de l'actuelle opposition. Je pense qu'elle gagne également les gens qui ont voté Likoud. Je dirais que, pour moi, ce qui m'inquiète, c'est pas la présence de Ben Gvir et de Smotrich. Vous savez, ils auraient eu des ministères qui ne seraient ni les finances, ni ce qu'il appelle la sécurité nationale, ni un poste, n'oubliez pas, Smotrich aura un poste à l'intérieur du ministère de la Défense. C'est-à-dire qu'on va vers des conflits bureaucratiques sans fin. C'est ça qui est inquiétant, bien au-delà d'ailleurs, je dirais, des accords de coalition dont on peut penser effectivement que ce sont des principes généraux et que, vous savez, si c'est pas la société civile en Israël qui réagira, ce sera sans doute la communauté internationale et les États-Unis, qui, après tout, il faut le rappeler, quand ils ont exprimé, pas le souhait, mais l'exigence que Smotrich ne soit pas ministre de la Défense, ce thème-là est tombé, cette réclamation-là est tombée aussitôt, et on n'a plus parlé de Smotrich pour ce ministère. Mais il a quand même obtenu un ministère, un État dans l'État, si j'ose dire. De même que Ben Gvir obtient un État dans l'État ou une armée dans l'armée en prenant sous son autorité les gardes frontières. C'est ça, aujourd'hui, moi, qui m'inquiète. Et puis, la troisième chose, c'est bien entendu le fait que le ministère de la Justice a été confié à Yariv Levin, qui est, comment dirais-je, celui qui, depuis son arrivée au Parlement,
a toujours désigné comme cible le ministère de la Justice. Et là, pour le coup, c'est pas une pression extérieure, c'est pas Ben Gvir, c'est pas Smotrich. Il a l'assentiment. La seule concession que je veux bien faire à votre micro, Daniel, c'est effectivement que Netanyahou n'a pas souhaité indiquer le nombre de députés qui sera nécessaire pour annuler l'annulation d'une loi de la Haute Cour de justice, la fameuse clause dérogatoire, parce que c'est vrai que ça change tout. Si c'est 70 députés, c'est-à-dire bien plus que la majorité parlementaire à ce moment-là, bah oui, ça veut dire qu'il faudra dialoguer avec l'opposition pour considérer si oui ou non telle loi doit être retoquée malgré qu'elle ait été annulée par la Haute Cour de justice. Mais si c'est 61, bah là c'est une autre. Là c'est vraiment l'affaiblissement des contre-pouvoirs et c'est cette dérive-là. Vous savez, moi je suis pas en train de dire qu'on est à la veille d'un coup d'État et du fascisme. C'est pas le genre de vocabulaire. On a été condisciples à l'université hébraïque. On sait employer les mots et les concepts à bon escient. Mais il y a incontestablement un début, et bien sûr qu'il faudra qu'il s'applique dans les faits, un début de dérive illibérale. Alors, la question à laquelle je ne peux pas répondre aujourd'hui, c'est est-ce que cette dérive illibérale sera freinée par Netanyahou ou par Aryeh Deri, qui jouerait en quelque sorte le rôle d'adulte responsable, ou bien par la pression de l'opposition ou de la société civile, des manifestations, ou bien par la pression internationale, ou bien plus encore par les élites militaires, les élites économiques. Regardez les sociétés qui sont tout de suite montées au créneau pour dire attention, pas de racisme, pas d'intolérance. Eux, c'est pas en tant qu'organe de société privée, je dirais mue par le profit, c'est pas l'image tolérante ou intolérante d'Israël qui les inquiète. C'est qu'est-ce que sera l'avenir économique d'Israël dans une ambiance où aujourd'hui, on le sait, les entreprises dans le monde entier prennent beaucoup plus à cœur des questions de valeur, là où les gouvernements les prennent de moins en moins à cœur. Vous voyez, ça c'est pour moi le grand paradoxe des dernières années. Les entreprises se disent on doit penser à l'environnement, on doit penser pour préserver leur profit bien sûr, mais on doit penser à tout cela. Et là, on a le sentiment d'un gouvernement qui va se lâcher, qui va être dans une absence de retenue totale. Mais vous avez raison, et je conclue quand même de manière plus positive. Oui, alors Netanyahou n'est pas un modéré, c'est un conservateur. Un conservateur n'aime pas qu'on modifie trop brusquement les choses, mais il a affaire à des révolutionnaires, Ben Gvir, Smotrich et d'autres, qui eux sont vent debout pour affaiblir les contre-pouvoirs. On va bien voir où ça, mais personne ne peut le dire aujourd'hui. Oui, alors c'est ça, parce que tout le monde s'inquiète, mais finalement, ce gouvernement, on pourrait peut-être lui laisser quelques jours, ou je ne sais pas si on peut lui laisser 100 jours de grâce, mais en tout cas au moins quelques jours de grâce, le temps de voir ce qui va se produire, parce que finalement, de facto, la première décision de cette coalition gouvernementale, officiellement, quasiment, c'était la nomination d'un homme qui s'appelle Amir Ohana, qui est devenu le président de la Knesset. On a au cours des dernières semaines crié gare à la discrimination face aux LGBT, et finalement c'est un homosexuel qui a été élu, pas seulement, et ça je voudrais avoir votre réaction à ce sujet, pas seulement par les élus du Likoud, mais par les orthodoxes qui ont levé la main pour voter pour un président de la Knesset qui est homosexuel. C'est presque historique. C'est historique, et je vais vous dire, vous venez de démontrer l'importance de la contestation et de la protestation. Netanyahou est très sensible, comme tout Premier ministre, comme toute personnalité politique, à l'effet que telle décision ou telle déclaration du gouvernement ou de tel ministre ou futur ministre a. Et il est à peu près certain, on le saura dans 70 ans quand on pourra ouvrir les archives, mais d'après ce que l'on dit, d'après ce que j'ai pu entendre, Amir Ohana était prévu d'être ministre des Affaires étrangères et compte tenu de ce holà d'émotion, et voyez donc l'important, c'est pas une question d'état de grâce ou pas d'état de grâce, c'est devant l'émotion spontanée, ça n'a pas été orchestré par l'opposition, on n'a pas entendu l'opposition pratiquement, enfin ceux qui étaient à l'époque Premier ministre et le gouvernement, la coalition sortante, on l'a pas entendu. Qui on a entendu? Des gens dans la rue, des directeurs d'école, des pilotes d'avion, de réserve, on a entendu toute la société israélienne s'émouvoir, et même encore une fois à l'intérieur de ce camp qui a voté. Regardez comme ça a pesé.
Imaginez qu'au nom de l'état de grâce et au nom de « il faut les laisser faire », on n'aurait rien dit, mais il n'aurait pas été nommé et il n'y aurait pas eu cet acte historique. Parce que, je vous reprends là-dessus, Denis, parce que je vous reprends. Justifier cette clameur qui est montée de partout et du monde entier, la question de l'image d'Israël, elle est capitale. Alors peut-être que Binyamin Netanyahu a pris cette décision pour cela, mais il ne faut pas dénigrer aussi le fait que Amir Ohana a été élu à la tête dans la liste électorale du Likoud. Il a été élu parmi les premiers en tête, si je m'abuse peut-être même le premier ou le deuxième, et que finalement, d'ailleurs, je le voyais tout de suite réagir à un journaliste qui contestait en disant qu'il était la feuille de vigne du gouvernement de Binyamin Netanyahu. C'est-à-dire, finalement, un homosexuel qui serait de droite, ce serait un homosexuel illégitime qui serait là une sorte de cache-sexe. Il y a eu unanimité pour applaudir, pour se féliciter et pour avoir le sentiment, et ça c'est capital, que même s'il y a une coalition de 64 députés, le peuple d'Israël, les Israéliens, c'est pas seulement ceux qui ont voté pour cette coalition. C'est également, soyez à l'écoute. Et je pense que Netanyahou a montré, et c'est ça qu'on attend d'un Premier ministre, d'être dans certaines circonstances, pas dans toutes, mais dans certaines circonstances comme celle-là, d'être à l'écoute de ceux qui n'ont pas voté pour cette coalition. Et je pense que ce choix-là était un choix habile, intelligent. Je n'ai jamais dit et je ne dirai pas qu'il est un casse-sexe de la cause homosexuelle, etc. De toute façon, Amir Ohana n'a jamais joué ce carton-là, ce ticket-là. Il a voulu, comme vous l'avez dit, il est membre du Likoud, il souhaite l'annexion des territoires, etc. Il reste ce qu'il est, mais il a saisi d'émotion, même ses adversaires. Et tant mieux, il faut... Je veux dire, ce qu'on a perdu pendant 3 ans, Daniel, et je vous remercie de m'inviter au studio Kalita, ce qu'on a perdu, c'est la capacité de se convaincre réciproquement. Vous pouvez me convaincre, Daniel, et moi je peux vous convaincre. C'est ça la démocratie. C'est pas, il y a une majorité, maintenant on fait ce qu'on veut, et les autres, on les... Voilà, je ne veux pas employer de gros mots à cette antenne, mais c'est ferme-là. Voilà, je le dis de manière moins familière, c'est ferme-là. Non, l'opposition, et quand je dis opposition, c'est-à-dire ceux qui n'ont pas voté pour cette coalition, peuvent exprimer leur contestation et être entendus, et c'est formidable quand on entend ce qui vient du peuple et pas à travers les partis qui les représentent. Et je soulignerai également, effectivement, une certaine forme, je dirais, de conversion au réel, et c'est le mot peut-être capital de notre entretien aujourd'hui. Convertissez-vous au réel. Si on avait entendu que les convictions profondes des députés orthodoxes, ils auraient dû voter contre. Et ça a été le début encore de l'anarchie. Ce sur quoi on attend le gouvernement aujourd'hui, c'est « Ok, vous voulez vous faire plaisir, vous allez faire tout ce qui vous passe par la tête, mais n'oubliez pas le réel parce qu'il fait très mal. » Et je ne sais pas si c'est directement lié ou pas, mais vous savez que l'euro soit remonté aujourd'hui, le cours de l'euro, par rapport au shekel soit remonté comme il ne l'a jamais fait depuis des mois, montre quelque chose qui échappe à nous tous, c'est l'inquiétude d'une opinion publique. Okay. Et je pense que Netanyahou là-dessus, on peut compter sur lui pour être à l'écoute lorsqu'il aura le sentiment qu'il faut être à l'écoute. Merci Denis, on est obligé de vous quitter. Merci beaucoup, merci d'avoir été avec nous ce matin.